Bonjour Marie-Lise. Bonjour, Ryan Paul, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va bien, merci. Ça va très Alors, bien. bienvenue sur Meet Her. Je vais t'expliquer en gros le concept du podcast. En fait, Meet Her, c'est un podcast qui rencontre des femmes de différentes sphères, de différents âges, de différents univers, pour parler de leur parcours, de leur histoire, dans le but de créer un matrimoine culturel féminin. Matrimoine. Ah oui. Ouais, tu vois. Et donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est qui est Marie-Lise? Bon, Marie-Lise Guaméné est une jeune femme, une jeune Ivoirienne pleine de rêves et qui se donne les moyens de les réaliser. Je suis passionnée de manga. Je commence toujours ainsi parce que c'est ma passion première. Passionnée de manga depuis très petite. Une jeune femme intellectuelle aussi parce que je suis juriste. Je fais un master en droit public. Et à côté de ça, Miss 2.0 et femme entrepreneur. Vraiment, c'est un peu comme ça que je peux me décrire. Ok, super. Alors, qui était Marie-Lise quand elle était plus jeune? Une petite fille très réservée, très renfermée, parce que très peur du public, très peur de mes amis, effectivement, hein, parce que je ne me sentais pas du tout bien dans ma peau. Beaucoup de complexes quand j'étais beaucoup plus jeune. Je pense que si je me voyais là, petite, euh, je ne pense pas que moi, petite, j'aurais imaginé que j'allais être celle que je suis maintenant à l'heure où je te parle. Ouais. Beaucoup de complexes parce que j'avais un souci linguistique. Voilà, je n'arrivais pas à placer deux, trois mots sans bégayer. Et du coup, dans un milieu scolaire où les enfants sont crus, parce que les enfants, ils sont très sincères quand ils parlent. Donc, les enfants, ils ne cachent pas leurs émotions, ils sont sans filtre. Donc, on se moque de toi, on rit de toi. Donc, voilà. Ouais, je vois. Comment tu as fait pour surmonter ça? Ta phobie du public, ton bégaiement? Bon, moi, je savais que depuis, moi, je sais en toute franchise, je sais que je suis appelée à de grandes choses. Et c'est comme, comment dire, c'est comme quelqu'un qui se dit qu'elle va arriver quelque part, elle va arriver loin, et qu'elle n'est pas condamnée, et que son destin n'est pas à vivre ça, ses phobies, ses frayeurs, au fait. J'aimais beaucoup la scène, les caméras, les projecteurs. Et je me suis dit que, bon, pour être ce genre de personne-là, bah, il faut foncer, au fait. Donc, c'est soit ça, soit je réalise ce que je veux être, vraiment être cette femme-là que tout le monde regarde, de qui tout le monde s'inspire, ou bien, bah, c'est soit je continue à développer mes complexes, et puis voilà. Ouais. Donc, je me suis dit que, bah, il faut que je jette tout ça, et puis il faut que je puisse me donner les moyens de réaliser, de devenir la personne que je veux être. Ouais, je vois. Je me demandais, est-ce qu'il y a eu un moment plus précis qui a déclenché en fait ça? Les Mm. moments précis, oui. Est-ce qu'il y a eu comment dire, Un un événement? événement? Oui, Oui, oui. je vois. Non, il n'y a pas eu d'événement marquant qui a fait que, bon, à partir de maintenant, j'ai su mes lames, tout et tout. Non. À mon niveau, ça a été la somme de plusieurs petits événements, en fait. Vraiment, la somme de plusieurs petits événements. Et c'est accumulé tout ça. Je me suis dit que, bon, ça fait beaucoup, hein. Ouais, Franchement, depuis j'additionne, il faut que je commence à soustraire un peu. Et voilà. ouais, je vois. La première fois qu'on s'était vu, c'était lors d'une rencontre que tu avais organisée, Mhm. rencontre que j'avais participé. Oui, Et je me souviens du thème qui était devenir la meilleure version de soi. exactement. Ok, j'avais pas compris pourquoi, Oui, jusqu'au moment où j'arrive et que tu parles de ton parcours oui. avant Miss 2.0 et après, de ta passion pour le manga Mhm. et aussi pour tes projets futurs. Ça veut dire quoi devenir la meilleure version de soi? Devenir la meilleure version de soi, c'est-à-dire que nous sommes beaucoup à l'intérieur. Moi, c'est comme ça que je vois. Et je me dis que normalement, tout être humain, il n'est pas simple, il n'est pas seul, on va dire. Il y a plusieurs facettes de notre personnalité, il y a plusieurs nous que nous sommes. Par exemple, moi, comme ça, quand je sors en club, j'aime dire que je danse pas, je m'assois, tout et tout. Mais à la maison, dans la douche, je sais pas comment dire. Je dis que je sors les meilleurs pas de danse et tout. Parce qu'à la base, j'aime danser. Mais bon, face au public, face au regard des gens, bon, je prends une carrure que j'ai pas. Je dis que je sais pas danser, alors que je sais danser. Donc, du coup, on est plusieurs, au fait. Et c'est selon certains événements, selon certains lieux, selon ceux à qui on s'adresse et tout, les personnes qui sont en face de nous, qu'on a une carapace, une posture, mais on a un masque, au fait. Donc, de tous ces masques qui sont là, on prend la meilleure version, en fait. C'était ça le thème. Comment on devient la meilleure version?
Pour devenir la meilleure version, c'est celle-là avec laquelle on est en paix, on est en adéquation. Moi, je sais que, comme j'ai dit, j'aime le public, j'aime être au contact des gens, j'aime taquiner et tout. Là, quand je suis rentrée, j'ai parlé à tout le monde et tout, j'aime ça. Pour faire ça, il faut aller auprès des gens. Mais il y a une version de moi où je suis dans la chambre, j'ai peur de parler aux gens. Des deux là, qu'est-ce qui m'arrange? Je prends celle qui m'arrange, celle qui fait que je peux aller parler aux gens. Donc voilà, c'est de prendre le chemin qui te permet de devenir la personne que tu veux être. Voilà, c'est ça. Je me disais, pour devenir la meilleure version de soi, il y a peut-être un parcours, c'est-à-dire tu fais la somme de tous tes petits complexes ou tes petits problèmes et tu travailles là-dessus. Enfin, je pensais plus au parcours, en fait. Par exemple, moi, je me dis, une année en arrière, je ne me sentais pas légitime de faire ce que je fais ou d'aller vers les gens, etc. Et maintenant, je m'en fous, tu vois. Donc, je pensais plus au fait que tu t'assois avec soi-même, tu vois. Tu t'assois avec toi-même et tu fais la somme de tout ce que tu aimerais travailler, genre améliorer, etc. pour atteindre cela. Ça, faire comme ça, c'est très facile à dire, mais c'est pas tellement réalisable, en fait. Ouais. Ça, c'est plus très hollywoodien, ce que tu viens de dire. Oui, c'est plus très hollywoodien, ce que tu viens de dire. C'est pas comme ça, vraiment. Souvent, c'est pas comme ça. Et quand on veut faire comme ça, souvent, on griffe, on tape poteau. Voilà. Ah bon? Oui, vraiment. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure. On va pas venir là s'asseoir. En tout cas, moi, je ne me suis pas assise. Je n'ai pas commencé à tout lister. Et puis, à partir de maintenant, tant. Non, c'est pas comme ça. Je me dis que bon, j'ai beaucoup de lacunes, on va y aller. Et au fur et à mesure, on va égrener ce chapelet-là, au fait. Voilà. Et ça s'est fait naturellement. J'ai commencé d'abord par mieux m'exprimer en public. Et quand ça a été ça, j'ai dit, bon, OK, maintenant que c'est terminé, je passe à ça, tout et tout, sans être un truc dans l'ordre et tout. Vraiment, c'est de manière spontanée que c'est venu, au fait, qu'elles se sont affichées à moi ces lacunes-là et que j'ai commencé à y voir un peu plus clair, au fait. Mais s'asseoir, lister tout et tout. Vraiment, souvent, il y a certains coachs qui se permettent de dire ça. Mais bon, moi, je me dis que c'est une méthode un peu trop comment dire, utopique. Ça fait trop Disney, en toute franchise. Vraiment, oui. Non, il dit que dans la vie réelle, c'est beaucoup plus dense que ça. Parce qu'une lacune, c'est un véritable adversaire, au fait. Et pour l'affronter, c'est pas s'asseoir et puis écrire, non. C'est de réelle introspection qu'on fait. Et puis on dit, bon, on va y aller pas à pas, vraiment. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. En tout cas, on va essayer. Quand c'est fini, on passe à l'autre. Vraiment, on prend son temps. Voilà, c'est comme ça que moi, souvent, je conseille les personnes qui m'approchent par rapport à ça. D'accord. Tu as participé au concours Miss 2.0, qui est un concours de leadership féminin 100% digital. Exactement. Et tu as été deuxième dauphine. Première dauphine, pardon. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à ce concours-là? D'accord. Moi, à la base, je suis très, très girly et tout. J'aime les princesses, j'aime les Barbies. Donc, étant girly, étant petite, j'ai toujours voulu devenir Miss Côte d'Ivoire, avoir la couronne et tout. Sauf que le petit patron en maillot de bain, là, franchement, il me pose problème. Il me pose problème. Donc, il dit, bon, c'est pas grave. Il y a un concours qui permet de s'appeler Miss. Voilà, parce que Miss 2.0, Miss Côte d'Ivoire, Miss Monde. Il y a Miss au début. Je suis Miss quand même. Donc, OK, je prends ça. Voilà un concours où je peux montrer, bien évidemment, c'est un peu physique, hein, parce qu'on te regarde, il faut que tu sois une jeune fille, pas de dépigmentation, il faut que tu sois présentable, donc c'est déjà un peu physique. Mais au-delà de ça, on regarde qui tu es, qu'est-ce que tu apportes de nouveau pour la Côte d'Ivoire, quels sont tes projets pour la Côte d'Ivoire. Et là, moi, ça me prend directement. Il dit, OK, bon, voici un concours qui allie et la beauté physique et la beauté intellectuelle. Je valide, je m'inscris. Voilà. Comment ça s'était passé, en fait? Quels sont les différents parcours qu'on fait durant ce concours-là? Bon, déjà, il y a déjà un concours. La première étape de présélection, on est toutes réunis là. Beaucoup de femmes sont réunies là et tu te sens souvent un peu petite quand même. Ouais. Ah oui, moi, quand je suis arrivée, j'ai vu les forces en présence, j'ai dit, aïe, franchement. J'ai vu les Hokage là, j'ai dit, OK, aïe, on vient d'arriver vraiment dans une guerre ninja là, franchement. Donc, il dit, bon, soit je suis un personnage de seconde zone, soit je suis Naruto. C'est voilà. Voilà. Donc, il dit, OK. Donc, on est là, on nous met par groupe et on doit écrire sur des termes. Et on passe devant, chaque groupe passe devant les membres du jury et
chacune a 1 minute pour parler du terme. Voilà. Et groupe par groupe, on choisit les meilleures têtes. Ok. Et celles-là vont maintenant pour la deuxième étape de présélection, dans laquelle on va parler de la dépigmentation, sensibiliser. Et celles d'entre elles qui ont eu le meilleur discours, elles vont maintenant pour la troisième étape de présélection, la dernière étape, où on monte notre talent. Moi, j'ai montré mes dessins, ce que je savais faire, et puis voilà, c'est comme ça que parmi celles-là, on prend les 10 qui iront pour la finale. Voilà. Donc, quand on prend les 10 plutôt, on nous envoie au vert dans une maison là. Durant 2 semaines, on ne sort pas. On est là, on reçoit des séances de formation, des coachings et tout et tout. Et c'est durant cette période qu'on écrit notre projet qu'on présentera devant la Côte d'Ivoire 2 semaines plus tard, au fait. Voilà. Et voilà un peu. Voici un peu les étapes de Mise 2.0. Ouais, je vois. Je me disais, comme tu parlais tout à l'heure, quand tu es rentrée, tu as vu d'autres filles, tu t'es dit, ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Comment on gère sa confiance et son estime de soi dans ce genre de contexte-là? Je m'explique. Je veux dire, tu es dans un concours, c'est la compétition, tu vois, et tu vois peut-être d'autres filles qui ont vraiment d'autres projets vraiment incroyables, intellectuels. Et je me dis que vous êtes jugé aussi sur votre qualité intellectuelle aussi, et aussi vos qualités humaines. Exactement. Donc, je me dis, comment tu fais pour gérer ton estime de soi? C'est vrai que parfois, tu as des doutes, forcément, humainement, on se compare. Comment on fait pour gérer ça? Bon, gérer ça, ça vient naturellement. Hein. Je veux dire que la question, c'est comment faire pour ne pas transmettre ça, pour ne pas montrer que tu es intimidé. C'est peut-être là qu'il y a le plus gros du travail. Ouais. Sinon, comme tu as dit, de manière humaine, forcément, on va se comparer aux autres filles. Donc ça, c'est tellement humain, on ne s'en veut pas. C'est normal que tu te compares. Par exemple, moi, j'aime bien ta chemise bleu marine, là. Merci. Ok, c'est bien. Donc, mon cher, quand je vais rentrer, je vais aller voir où elle a acheté ça. C'est tellement normal et tout. Mais comment ne pas montrer que on se sent un peu petit? C'est là qui est le plus difficile à faire. Mais c'est de vraiment rester calme. Moi, j'aime dire, de vraiment rester calme. C'est de dire que autant toi, tu te sens petite, peut-être qu'elle aussi, là, ça va pas aussi chez elle, au fait. Peut-être qu'en ce moment, elles se sont aussi très petites. Donc, comme on dit qu'on est là, toi, tu penses que tu stresses. Hein? Ouais. D'autres stressent plus que toi. Tu vois, non? Ouais, du coup, comme on est là et que moi, j'ai ce sentiment qui est humain, forcément qu'elle aussi est là. Donc, du coup, quand tu vois que ça peut arriver à tout le monde, ça te calme un peu plus et puis tu dis, bon, on y va. On est vraiment au même niveau d'égalité. Ouais. C'est comme ça qu'en tout cas, j'ai philosophé et dit, bon, tiens, on y va. Et ça s'est un peu confirmé parce que beaucoup ont buté. Bon, malheureusement, j'aurais aimé qu'elles puissent donner plus, mais beaucoup ont buté. J'ai compris qu'en fait, les goûts sont quand même stressés aussi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête lorsque tu as été première dauphine? Sur le coup, c'est... Tu sais, le rôle de première dauphine, souvent, tu sais, je vais te dire un truc. Par exemple, à la CAN, Côte d'Ivoire, Nigeria. Et le match de classement, ça s'est fait entre l'Afrique du Sud et puis quel autre pays là. En tout cas, l'Afrique du Sud a été 3e, tu vois. Et eux, ils étaient très contents d'être 3e. Parce que le 3e, il gagne un match. Tu vois, le match de classement, il le gagne. Et on dit, OK, toi, tu es 3e. Et le 2e, souvent, il n'est pas trop content comme le 3e. Je sais pas si tu vois. Oui, je vois. Parce que le 2e perd. Est-ce que tu vois un peu le schéma que je donne? Le 3e est content parce que le 3e, il a été éliminé à la base. Donc, on fait un match encore pour voir entre vous deux là, parce qu'il y a 2 demi-finales. Entre vous deux là, qui sera le 3e? Lui qui gagne, il est content parce qu'il est quand même 3e. Mais ceux qui vont à la finale, à la grande finale, Côte d'Ivoire, Nigeria, il est quand même 2e, il est très déçu parce qu'il aurait aimé être premier. À ce moment-là, directement, quand on dit le nom de la Miss 2.0 et mon nom, venez attrapez-vous les mains, et qu'on dit son nom, à l'instant, il y a un peu de déception parce que tu rates si proche du but, tu vois. Mais vraiment, là, franchement, c'est ce que j'ai ressenti. Mais après, quand tu retrouves tes esprits et que on te sacre première dauphine et que voilà, les mots d'encouragement arrivent et tout, et que tu dis, bon, OK, je suis quand même arrivée jusqu'à là, tu es quand même satisfait de toi. Ouais. Comment on ressort de ça, humainement? Bon, moi, principalement, j'en suis sortie vraiment grandie. Ça veut dire que c'était un peu comme une concrétisation, un sacre, parce que je me disais que, quand même, parler devant les gens de mon amphi, que je salue au passage, je vous salue les gars, suivez, abonnez-vous à ce podcast. Merci. Voilà. Parler devant eux, parler devant mes profs, mes amis et tout,
avec éloquence. OK, mais parler devant toute la Côte d'Ivoire, la chaîne nationale, c'est autre chose. Et monter un projet qui est validé par d'éminentes personnes comme, je ne sais pas si on peut citer, de belles références comme Stan Zézé, comme Madame Danvailly et beaucoup d'autres personnes, Madame Tobiana, la DG de Traces Urbaines et tout, je lui dis que vraiment, c'est que toutes ces années de réflexion et tout, de remise en cause, de remise en question, ça porte du fruit. Et là, je suis satisfaite, vraiment satisfaite. Super. Je voulais revenir avec toi sur le projet. Le projet que tu as proposé lors du concours, tu l'as proposé, enfin tu l'as réfléchi quand tu étais là-bas ou avant? Déjà même quand ma candidature est validée et que je commence les présélections, je me dis que moi, je vais jusqu'à la finale. Donc déjà j'ai commencé à réfléchir à plein de projets. J'avais des projets sur l'éducation et tout et tout. Je me rappelle très bien que j'ai appelé mon parrain, Monsieur Nanebo Didier. Je lui ai dit que voici mon projet sur l'éducation. Voici, je vais faire un truc pour pouvoir mettre un peu d'high-tech dans les notes scolaires et tout. Il m'a dit que c'est vraiment bof comme projet de réfléchir. Ça m'a un peu pensé parce que je m'étais assise, j'ai réfléchi, j'ai fait PowerPoint, tout ça. Là, j'ai présenté, mais il m'a dit que c'est pas trop ça ma release. Donc, j'ai continué à réfléchir et j'ai pensé à ça, au tourisme et tout. Je me suis dit que même, je ne connais pas certaines choses sur la Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire, à une époque, pas très loin, quand on me dit Côte d'Ivoire, je vais dire Assini. Ah oui, quand même. Assini, je vais dire Yamoussoukro à cause de la basilique et tout et tout. Mais après, quand on dit plus, pas plus la Côte d'Ivoire, je suis bloquée. Ils voient que moi-même, j'ai un défaut, j'ai un déficit. Moi-même qui suis ivoirienne. Donc, je me suis dit, tiens, si j'ai ça, je pense qu'on doit être nombreux à être comme ça en déficit, nous les Ivoiriens. Donc, faire une application de touristes. Quand on est touriste, on pense déjà aux touristes. Non. Mais c'est d'abord une application qui est déjà faite pour les Ivoiriens, pour qu'on puisse avoir une culture générale sur notre pays. Donc, je dis, OK, j'ai fait une application qui va nous enrichir sur notre culture générale sur la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à faire le squelette de l'application, mettre tout ce que je pouvais mettre et puis voilà. Tu étais déjà plus intéressée dans le domaine de la technologie, création d'applications avant? Non, pas tellement. Vraiment pas tellement et tout. C'est un domaine qui me plaisait, je voyais de loin. Mais c'est vraiment dans ce projet-là que j'ai commencé à me pencher sur ça. Ouais, super. Alors, tu es une passionnée de manga. Ah oui. Tu as écrit un livre, Kyoda, si je ne me trompe pas. Kyodai. Ça veut dire fratrie en japonais. OK. L'initiation au dessin manga. D'où te vient cette passion de manga? La passion du manga, comme je le dis, je le répète beaucoup, c'est mon père qui me l'a transmis. Voilà, c'est lui qui était otaku à la maison. Mon père, il regardait tellement de mangas et tout. Et moi, je grandis avec lui, dans son univers à lui. Voilà, il me parle de ses personnages préférés. Et moi, comme j'ai une petite plume artistique, je commence à reproduire Sangoku, Seiya, Senseiya et tout. Et vraiment, c'est là que la flamme petit à petit deviennent brûlantes et commencent à devenir brasier en moi. Et voilà, je dis, OK, moi, je vais être mangaka. Super. C'est quoi un mangaka? C'est un auteur de manga. De la manière, la bande dessinée, elle est BDiste. Voilà, donc lui qui fait les mangas, c'est un mangaka. Oh, super. Tu enseignes? Oui. Tu donnes des cours de dessin. Exactement. Depuis combien de temps? Depuis 2022. Tu continues toujours? Je continue. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé au départ? C'est rare de voir des femmes dessiner. Ah oui, moi je me suis dit que et ça a été vraiment la surprise pour moi, hein, une anecdote. Quand je lance la première édition de mes formations et tout, plein de parents m'appellent et tout. Je vais inscrire mon enfant, OK. Premier jour de classe, j'arrive, qu'une classe de filles. De petites, je suis dépassée. Je dis, attends, je m'attendais à voir de petits garçons. J'étais dépassée. Attends, vous aimez ça? Oui, on aime. Ah, d'accord, OK. Non, vraiment, ça m'a donné beaucoup de... J'avais le peps au fait. Il dit, OK, les filles, on va dessiner. Vraiment, c'était vraiment très bien. Et par la suite, il y a eu d'autres garçons et tout. Et voilà. Vraiment, mes élèves, là, je les aime beaucoup. Ils m'aiment beaucoup, j'espère. Je suis un peu sévère avec eux quand j'enseigne, quand j'ai dessiné avec eux. Parce que je leur fais comprendre que, au-delà de ce qu'on regarde et tout, c'est un milieu qui est très vorace. Très vorace, au fait. Le vol d'idées, le vol de personnages et tout. Même la concurrence. Voilà. Donc, mon cher, si tu veux faire du manga vraiment, il faut que tu aies la peau dure quand même. Ouais. Tu ne te dis pas que c'est parce que
bah, les jeunes filles, là, elles ont vu que c'est une femme qui enseigne, qu'elles sont venues nombreuses. Je pense bien que ça a aidé parce que je pense que peut-être qu'elles avaient ça, sûrement qu'elles aiment ça, mais je pense que si ça avait été peut-être un monsieur, elles auraient été beaucoup plus introverties. Oui, mais là, comme c'est une femme, ok, au moins c'est une femme, on sera beaucoup plus libre d'exprimer notre passion des mangas parce que jusqu'à présent, quand tu dis, parce que moi j'ai porté mon boubou et tout, peut-être que je regarde beaucoup de novellas, on va dire, mais quand je dis non, moi j'ai regardé Demon Slayer, quand même, j'ai beaucoup aimé la bastonnade en tel et tel, on me voit un peu bizarre. À des rencarts, le gars m'a trouvé un peu bizarre. Quand même, oui, franchement. Donc, moi-même, à mon âge, vraiment, je dis que je regarde ça. J'imagine elle à leur âge, parce que c'est vraiment, en fait, au collège, plutôt primaire, collège, lycée, c'est vraiment des gangs. Les garçons à part, les filles à part, tout et tout. Franchement, donc, du coup, si avec ton groupe, ta bande de copines, tu peux pas parler de ça, franchement, librement, je regarde One Piece, tout et tout, j'ai aimé tel combat et tout, on te voit un peu bizarre. Tu vas un peu vers les hommes, mais ils te disent que non, c'est un truc de garçon et tout. Donc, du coup, tu es entre deux et tout et tout. Donc, voici quelqu'un, une jeune dame, avec qui elles pourront parler de ça librement. Donc, hop, elles viennent. J'ai eu beaucoup de filles. Ah oui, beaucoup de filles. Comment on peut s'en procurer ton livre? Il est disponible en ce moment sur ma page Instagram. Vous n'avez qu'à commander avec le numéro qui est inscrit là et mon service client va vous répondre. Il n'y a pas de problème. Alors, tu es passionné de manga, tu es juriste de formation. Oui, le droit public. Ouais. Très peu de femmes en droit public. Vous êtes nombreux en droit privé, de toute façon. Beaucoup de elles sont nombreuses en droit privé. Je ne sais pas pourquoi elles sont là-bas, mais bon. Donc, je disais, tu es passionné de manga, tu es juriste de formation, tu es entrepreneur maintenant. Oui. Comment ça se passe, ton nouveau parcours d'entrepreneur avec l'application? Avec l'application, ça, c'est un nouveau monde, franchement. Et il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup, oui, franchement, il y a beaucoup de déceptions et tout. Dans le sens où c'est pas un peu à l'American Dream, le rêve américain et tout. Voilà, lorsque je vais sortir l'application, rapidement ça, je vais la revendre rapidement et puis j'aurai l'argent, je vais m'asseoir, je vais racheter ce studio-là et puis ils vont tous travailler pour moi. Y compris toi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, j'aurais aimé ça, mais c'est pas ça. Tu vois, c'est beaucoup plus lent. En tout cas, c'est très lent. Par rapport à mon manga, à tout ce que je fais et tout, il est beaucoup plus lent, en fait. Le parcours d'entrepreneur, surtout high-tech avec les applications mobiles, c'est beaucoup plus lent. Il faut au fur et à mesure intéresser les gens parce que le monde digital est un monde qui est tellement rapide. Tout à l'heure, il y a une tendance, une trend. Demain, c'est plus la mode. Oui. Donc, comment on réussit à toujours les maintenir là, les gars qui ont ton application, c'est ça au fait qui est notre challenge. Donc jour et nuit, on réfléchit à comment être dans l'esprit des gens, comment ne pas les désintéresser et tout. Donc c'est vraiment ça. Et donc au quotidien, tu réfléchis tout le temps pour l'application pour qu'elle soit toujours au top niveau au fait. Voilà. Ouais, je vois. Comment tout ça, le droit, les mangas, tout ça, et puis enfin le concours aussi à Miss 2.0, comment tout ça t'aide aujourd'hui? Bon, j'avoue que j'ai beaucoup de visibilité depuis tout ça. J'ai beaucoup de visibilité. Beaucoup de personnes me rappellent, me font signe. Beaucoup de personnes disent qu'elles me connaissent, mais je ne les connais pas. Je ne vous connais pas. Arrêtez de dire que vous me connaissez. Je ne vous connais pas. Mais oui, j'ai eu un ami là, il y a très longtemps. Il m'a appelé pour dire « Allô, Marie-Lise, que... ça va, non, c'est moi, un truc. Oui, c'est toi. Ah, il la connaît. Ah, mais bon, ça plaît un peu. Parce que tu sais, nous, les hommes, les êtres humains, on a besoin de reconnaissance de la part de nos pères. Oui. On est à la base des animaux, on vit en société. L'homme est un animal qui vit en société, en meute, on va dire. Donc, avoir de la part de tes pères, de la part de tes frères et sœurs, de tes amis, une certaine reconnaissance, ça fait plaisir. Et moi, en tout cas, ça me booste à aller de l'avant. Vraiment, à leur faire plaisir, à être à la hauteur de leurs attentes, au fait. Donc, vraiment, au quotidien, beaucoup de visibilité et beaucoup de confiance en moi parce que je me dis que, tiens, ce n'est que le début, donc on peut y aller encore. Ouais, je vois. Voilà. Alors, tu as devant toi quelqu'un qui ne regarde pas de manga, qui ne comprend rien au manga, et je t'explique pourquoi. En fait, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi long. C'est-à-dire, pour une simple histoire, tu te retrouves à 1000 épisodes. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, en fait, en 1000 épisodes? Et puis ensuite, pourquoi je ne comprends rien? Je trouve quand même qu'il y a une assez sexualisation du corps des femmes dans les trucs. Je me dis, mais tu te retrouves dans une histoire où tu vois une fille avec des gros seins. Ça ne joue aucun rôle dans l'histoire. Effectivement. Donc moi, je ne comprends pas. Mais j'ai le mérite de reconnaître que
la majorité des mangas dont on m'en parle et je vois, c'est qu'il promeut, il véhicule des valeurs, genre l'amitié, Effectivement. le courage, etc. C'est Ouais. super cool. Mhm. Alors, si tu devais conseiller à une débutante de manga, Ouais. lequel ça serait quel manga tu pourrais me conseiller? Et puis, je vais me dire, je vais regarder. Et puis, il a dit, OK, d'accord. Ok, d'accord. Non, je te conseille Death Note. Death Note. Ouais. Death Note, c'est l'histoire d'une jeune femme comme toi. On Mm. va dire, bon, dans le manga, c'est un jeune garçon, mais on va dire que c'est toi, par exemple. Mm. Tu es en quête d'égalité dans la société et tout. Et tout d'un coup, tu marches, tu sors du studio et voilà. Et tu vois tomber du ciel un cahier qui descend, qui tombe à tes pieds, en fait. Et quand tu le prends, on te dit, voici le cahier de la mort. Toutes les personnes dont tu écriras le nom dans le cahier vont mourir. Et tout. Donc, tu deviens comme Dieu. Tu as le Ouais. droit de vie et de mort sur les gens, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà de quoi parle Death Note. Et moi, je te conseille de regarder ça. Tu vas vraiment voir jusqu'à où l'auteur est parti pour nous montrer vraiment la perversion de l'esprit humain. Comment lui qui se croit justicier devient bourreau. Oui. Et comment ceux qui sont bourreaux à la fin deviennent justes, au fait. Dans la vie, personne n'est blanc, personne n'est noir. Ouais. On a un mélange des Un deux, mélange en fait. des deux, ouais. Et vraiment, je pense que ça peut te plaire parce que c'est un manga qui est très bien écrit. Voilà. Ouais, super, merci. Je t'en prie. Maintenant, comment on peut utiliser le manga ici? Je trouve qu'on est beaucoup axé sur les Japonais. Ah oui. Et comment nous, vous qui êtes passionnés de manga, Mhm. pouvez créer une sorte de manga ici pour pouvoir Ouais. dompter le marché africain? Effectivement, moi, j'ai signé avec ma maison d'édition Oh, qui est super. directement rattachée à celle qui est en France et qui est elle-même rattachée à celle qui est au Japon. Donc, vraiment, on va dire que Ouais. ce sont eux qui m'ont signé et tout. Cool. Et donc, en ce moment, on est en train de travailler sur mon manga. Voilà, j'ai été signée par eux. On travaille sur mon manga. Donc, vraiment, un manga typiquement ivoirien qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est sur ça que je travaille en ce moment avec eux, avec toute l'équipe, que d'ailleurs je salue au passage. Monsieur Alanva, que je salue beaucoup. Et donc, c'est avec eux qu'on travaille vraiment sur ce projet-là pour pouvoir vraiment faire du manga made in Côte d'Ivoire. Made in Africa, on va dire, parce que ça sera vendu pas qu'en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, en France et au Japon. Parce qu'on va super. exporter notre culture aussi au Japon. Ils ont emmené notre culture, on a aimé. Ouais. Ah, maintenant, rendre l'appareil. Ouais, ça va de Voilà, soi. c'est le projet, au fait. Donc, Ouais. en ce moment, on travaille sur ce projet-là de manga ivoirien et j'en suis l'autrice. Ouais. Je me disais par rapport au cours de dessin que tu donnais, quel projet tu as? C'est-à-dire, tu comptes toujours continuer tes dessins, mais à une échelle nationale ou, je ne sais pas, tu penses pouvoir amener d'autres personnes à s'inscrire au dessin, passionnées de dessin, à pouvoir, genre, plusieurs personnes, en fait. Oui, c'est ça, effectivement. C'est vraiment de fédérer vraiment une bonne communauté autour de ça, jeunes, âgés. Parce que mon père, quand on dit manga, il est toujours dedans, hein, franchement. Donc, jeunes, âgés, jeunes filles, jeunes garçons, hommes, femmes, voilà, c'est vraiment créer une véritable communauté. Et grâce à mon canal, et en tout cas par le biais de mon canal, vraiment, ceux qui voudront devenir de véritables pros, voilà, éventuellement pourraient le faire, signer avec des maisons d'édition, parce qu'effectivement, tu me connais. Si je vois que tu es bon, je peux effectivement faire un petit passage et puis voilà. Donc, tous ceux qui rêveraient en tout cas de devenir mangaka pro, voilà, moi en tout cas, je les reçois, je les coach et puis on soumet le projet. Super. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans toute ta vie? Le meilleur conseil, c'est ma mère. C'est ma mère qui m'a dit, tu es déjà là, il faut faire en même temps. Oui, et c'est comme ça. En fait, c'est comme ça parce que je devais faire un discours là, devant beaucoup de personnes, je stressais, je dis non. Elle dit, mais tu es déjà là, il faut faire en même temps, en quitter là. Et j'ai trouvé que c'est ça, au fait. Quand je suis devant les gens, je suis déjà là. Elle dit que j'ai deux choix. Soit je fais, soit je ne fais pas. Je fais en même temps. Donc, vraiment, maman, merci beaucoup pour ton conseil, parce que je fais. C'est ça. Comment tu fais pour gérer ton stress quand tu dois parler devant un public? J'essaie de beaucoup respirer, franchement. Je sais vraiment, ça c'est vraiment moi, c'est vraiment personnel. Hein. Je respire beaucoup, j'inspire, j'inspire, j'expire. J'essaie de vraiment me calmer, en fait. C'est vraiment, moi, c'est quasiment ma respiration que j'essaie de calmer. Parce que plus elle est saccadée, plus tu vas finir par t'essouffler. Donc, moi, à mon niveau, c'est beaucoup la respiration. Une fois que j'arrive à la calmer, ça va. Même s'il y a quelques tics, mais ça va. Voilà. Ouais.
qu'est-ce que je dirais à des jeunes filles, des petites filles aussi, qui sont passionnées de manga ou qui rêvent, en fait, de faire d'autres choses, différentes choses comme toi, qui ont peur, en fait, des stéréotypes, du regard, et parfois ne sont pas poussées par les parents. Qu'est-ce que tu leur dirais? Hmm. Moi, je leur dirais en toute franchise, est-ce que vraiment ils sont passionnés? Je vais demander, est-ce que vous êtes vraiment passionné, en fait? Parce que là où vous partez là, peu importe que ce soit dans le manga ou ailleurs, pilote d'avion, je ne sais quoi, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ont plus, on va dire, de légitimité que vous d'être là. Parce que c'est un métier fait pour, c'est taillé pour eux sur mesure. Toi, tu vas là-bas, là. Ah, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Vraiment, c'est de demander d'abord si tu es sûr. Parce que maintenant, on observe qu'il y a une petite tendance qui est assez malsaine. On fait du mimétisme, au fait. Oui, oui. On veut devenir rare. Alors que souvent, ce n'est pas tellement mauvais de se fondre dans la masse. Je suis une jeune fille, j'aime le rose. Non, comme le rose, ça fait trop girly là maintenant, il faut que je sois une femme forte. En fait, maintenant, on a ce syndrome de femme forte qu'on veut avoir. Ouais. Et souvent, c'est un peu malaisant, c'est un peu malsain, en fait. Non. Tu es féminine, tu aimes cuisiner, cuisine. Tu aimes faire le ménage, fais le ménage. C'est pas, tu n'es pas en mode, il faut que je sois une femme, une working girl, il faut que je sois, je sais pas comment on dit, je porte un taille sur mesure, il faut que... Non, non, chacun dans son milieu dans lequel il se sent à l'aise. Donc là où tu es à l'aise, non, reste là-bas. Maintenant, si tu vas de l'autre côté, il faut que tu sois sûr de ce que tu fais, en fait, vraiment. Donc, si tu veux embrasser une carrière qui n'est pas tellement réservée aux femmes ou bien où il y a peu de femmes, il faut que tu aies la détermination parce que ça sera très vorace. On va te descendre, en fait. Est-ce que tu es prête à ça? Donc, si tu es prête, vas-y, fonce. Voilà. Ouais, je comprends. Je me dis aussi que parfois, je sais pas, parfois c'est vrai qu'on a la volonté, mais je me dis que j'ai une théorie par rapport à la persévérance dans un truc. Je me dis que si tu, dans tes gènes, si vous êtes persévérant, si toi-même dans ta tête, par exemple, tu sais, c'est normal qu'on ait peur à faire un truc, on ne soit pas aidé par la société, etc. Mais je me dis, si toi-même tu dis tu veux faire un truc, et puis tu as peur du regard des autres, et tu te dis qu'il y a des critiques, etc. Enfin, c'est que toi, tu n'as pas envie de faire, quoi. C'est que tu n'as pas envie de faire. Tu n'as pas envie de faire, mais c'est ça. C'est que toi, tu n'as pas envie de faire. Mais C'est je trouve ça, que c'est génétique. Je pense que c'est génétique. Ouais, c'est plus génétique, la persévérance, etc. Si tu ne peux pas faire chez vous, c'est pas faux, en fait. Bon, est-ce que c'est génétique? Bon. Non, mais c'est vrai que là, c'est l'éternel débat. Ouais. On est leader ou on devient leader. Ça, c'est l'éternel débat qui est là. Mais bon. Est-ce a dit que Drogba, son père, jouait très bien au foot? Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense pas vraiment. Moi, j'ai toujours eu un problème de légitimité, en tout cas quand j'étais plus jeune. Et le déclic, c'est que j'ai perdu mon oncle l'année dernière. Enfin, j'avais des projets, etc., notamment le podcast. J'ai perdu mon oncle l'année dernière. Et c'était tellement rapide et violent que je me suis dit, mais attends, la vie est aussi fugace et aussi éphémère comme ça. Pourquoi moi, je ne veux pas me ridiculiser? Parce que dans ma tête, je me disais, je vais me ridiculiser, tu vois. J'étais beaucoup axée sur le regard. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je vais mal parler, je vais dire des bêtises, etc. Puis après, je me suis assise, je me suis dit, mais c'est mieux d'essayer, en fait. Tu vois? C'est mieux d'essayer, de faire. Et puis, même si tu te ridiculises, au moins, tu aurais fait. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. En fait, j'étais tellement traumatisée par la rapidité du truc. Je me suis dit, mais si tu ne fais pas, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Tu vas regretter, tu vas mourir, tu vas regretter. Lancez-vous. C'est ça. Si le ridicule tu es, moi, je serais mort depuis très longtemps. Ah oui. Parce que bien de fois, j'ai été très ridicule, mais bon, je me suis dit que... J'avais trop peur de ça. J'avais trop peur de ça. Du ridicule. Je me dis, mais tu vas bégayer, tu sais pas faire ça. Mais enfin, je me disais, puisque le podcast, c'est une sorte de journalisme, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit ici. Mais je me disais, mais je suis pas légitime, en fait. Je connais rien dedans. Je me dis, bref, de toute façon, il y a plein de gens qui ont essayé des choses. Et puis, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, en fait. Et même des gens qui ont fait des choses, qui n'ont pas eu de formation sur la chose, et qui ont continué, et qui sont devenus aujourd'hui des leaders dans ce domaine. Exactement. Je me suis dit, bon, ok, avec le peu que j'ai, je vais essayer de continuer. C'est une partie de jeu, hein. Tu lances tes dés et puis tu joues. Ouais, voilà. Ouais. Qui est-ce que tu pourrais me conseiller au micro de Meet Her? Et pourquoi? Que je peux te conseiller? Je sais pas, un peu... Parce que dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, n'importe.
Quelle personne? Hein? Elohim, peut-être. Non, c'est pour réfléchir. C'est pour réfléchir. Ah, vraiment, là, c'est la question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ouais. Ah, ouais. Et qui peut te conseiller? Ah, ouais, vraiment. Ah, mais c'est une question dure. Ouais. Non, parce Une que femme. non, une femme, Oui. d'accord, ok. Parce que là, elles sont tellement Ouais. impactantes et tout. Euh, C'est ça qui t'inspire le plus dans un domaine particulier. dans mes connaissances, hein. Dans tes connaissances, Voilà, oui, bien oui. évidemment, bien évidemment. Moi, je pourrais vraiment conseiller Ruth Alabé. Ruth Anabé. Ah oui, Ruth Alabé, c'est une des candidates que j'ai rencontrées à Mise au Point Zéro D'accord. et qui a un combat que je trouve tellement intéressant. Mm. Et elle a été reçue par beaucoup de personnes, effectivement, même pour travailler avec ces personnes-là. Elle soigne le langage des Ivoiriens. Oh oui, vraiment. incroyable. Ah, Ok. franchement. Et je sais qu'au temps où je l'ai connue, elle a travaillé avec les Donvaillis. Mm. Voilà, parce qu'ils estimaient qu'elle a une belle plume. Ils aimeraient avoir, quand je parle en public, quel mot je dois dire et tout. Franchement, oui. Parce que souvent, on parle. Être éloquente et avoir le vocabulaire, c'est très différent. Oui, oui. Elle a le vocabulaire, franchement. Elle, en tout cas, franchement, je sais qu'elle travaille avec beaucoup de personnes, de grands. Hein. Elle leur donne vraiment quel mot. À la place de Inaka, on peut dire comme ça. À la place de j'ai dormi, on peut dire quel tel terme. En tout cas, quand tu parles, pour avoir en tout cas vraiment de très beaux mots à dire, je pense qu'elle est vraiment très intéressante. Je sais qu'elle a été reçue aussi à la ATI. Ils ont beaucoup aimé ce qu'elle faisait et tout. Franchement, parce qu'elle a un combat, elle dit que les Ivoiriens, nous, vraiment, on s'exprime très mal. Oui. Quand tu vois... J'ai regardé un truc sur une émission, là. Ils ont interrogé des enfants. On était en 1976. Oui. Les petits-enfants, ils étaient Ivoiriens, hein, Mm. mais le langage qu'ils avaient... Mais franchement, juste, moi, je me dis qu'en ce moment, en 2024, là, Je peux pas voir ça. même un adulte ne peut pas parler comme ça. Donc, en fait, on voit que le langage c'est trop dilué et vraiment, elle, son combat, en tout cas, franchement. Donc, voilà. Ruth Anabé, c'est ça? Ruth Alabé, franchement, Alabé, Ruth Alabé, ok. elle se charge de soigner le langage des Ivoiriens, vraiment. Ouais, c'est ça. Ok, Donc, en super. tout cas, elle, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Merci. Alors, Marie-Lise, on est à la fin du podcast. Ah, Alors, donc, merci beaucoup d'avoir Je t'en accepté prie. mon invitation. C'est vraiment un plaisir de te rencontrer et de pouvoir discuter avec toi. Merci, au revoir. je t'en prie, merci à toi. Et puis,